concernant Franck Biya. Oui. Je ne l'interpelle pas en tant qu'individu. Oui. Mais c'est un message qui va pour tout le monde. Il ne faut pas que M. Franck Biya pense qu'il peut hériter d'un lourd passé historique de son père sans coup férir. Parce que c'est un héritage extrêmement lourd. Et ceci, en dehors de tout sens moral. Oui. De deux, j'aimerais lui dire, il me connaît très bien, qu'il ne se méprenne pas de cet entourage qui, à mon avis, veut se servir de lui. Et tôt ou tard, il prendra conscience qu'on veut faire de lui un pantin. Parce que même vis-à-vis de cet entourage, il ne peut pas les affronter. Alors, ce que j'aimerais lui dire, Oui. c'est de se retirer de cette nasse avant qu'il ne soit trop tard. Alors, vous parlez de Franck Biya. Effectivement, dans la perspective de l'après-Biya, le nom de son fils Franck Emmanuel Biya est de plus en plus cité. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous semble crédible? Toute et aucune... Possible. Voilà. Vous avez rectifié. Toute hypothèse est crédible. Oui. Juste à ce qu'elle n'ait pas lieu. Mais, quand on voit le jeune Franck, sans avoir annoncé sa candidature, Oui. on le voit au nord, Oui. rencontrer les autorités traditionnelles, et lui, gardé par la garde présidentielle. Ça fait tiquer. Vêtu de la tenue du RDPC, c'était un cas un peu oui, même rare. Enlever ça. Le plus important, le RDPC n'est pas étatique. Oui. C'est un parti. Très bien. La République, la garde présidentielle, c'est un organe noble et sacré pour protéger le président de la République. Alors. Et sa famille? Oui, bien sûr. Le président de la République et sa famille, c'est normal. Mais dans un cadre institutionnel. Quand vous voyez ce qui s'est passé, moi je qualifie ça de dérive infantile. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, il n'est pas exclu que Franck Biya se présente comme candidat de la République. Déjà, il est un Camerounais. Oui, on va pas le lui enlever. Non. Mais il faut faire attention. C'est pas suffisant d'être Camerounais pour être candidat. Il faut quoi d'autre? C'est tout un poème. C'est tellement compliqué qu'il nous faudrait une autre série d'échanges. Oui. Mais je crois qu'il y a des critères élémentaires. Il faut être préparé. Pas seulement sur le plan culturel. Oui. Le livre, j'ai dit aux jeunes, pour être un homme politique, cultivez-le d'abord. Il faut avoir une expérience de la chose publique. Il faut avoir connu des épreuves dans le milieu politique. Oui, oui. Il faut avoir
qui sait jamais, une prédisposition qui ne vient pas du ciel, de soi-même. Quelle explication donnez-vous à cette cascade de scandales qu'on enregistre au Cameroun actuellement? Je vais le réitérer. Tous ces scandales sont des effets d'une seule cause, malheureusement. Ou heureusement, puisqu'au moins on connaît la cause. Le système a été vidé de sa substance, je le répète. Et ce sont les conséquences qu'on est en train de voir, et il y en a d'autres. Ce que vous avez cité, c'est ahurissant. Mais on n'oublie pas qu'on a encore la guerre au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Et Boko Haram à l'extrême nord. Boko Haram à l'extrême nord. On oublie que l'unité du pays a volé en éclats. On oublie la misère qui pénètre comme une suie tout ce qu'on peut faire. Regardez ce qui se passe dans l'administration. On oublie la corruption. Vous ne pouvez pas aller dans un hôpital et être soigné. J'en passe parce que c'est une litanie. À force de le dire, on risque de s'habituer à quelque chose qui n'est pas normal. Ce que je dis, et je répète, pour que ça cesse, il faut changer de logiciel politique. Quel logiciel, professeur? J'ai parlé de la transition. C'est une méthode qui nous permet de faire table rase, et faire table rase, revoir notre passé, revoir notre présent, et nous projeter à l'avenir à court, moyen et long terme. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait la différence entre la transition et ce qu'on appelait les conférences nationales. La grande différence, c'est que le projet doit venir des intéressés eux-mêmes. C'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent penser à ce qu'ils doivent faire, qui doivent prendre leur destin en main. La loi de finances 2024 annonce des jours difficiles pour les Camerounais, mais entre-temps, pas d'eau, pas d'électricité, à peine 6 heures de lumière par jour dans certains ménages, des poubelles partout, la scolarité dans les établissements qui grimpe chaque jour, tout comme les frais d'examen. Comment vont vivre les Camerounais en 2024, selon vous? Le Cameroun est en agonie. Alors, en tant que médecin, ils sont en coma 1. Je les mettrai en coma 2 pour que la transition se passe avec moins de douleur. Ça ne peut pas continuer, madame. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander. Vous voyez, c'est une litanie, là. Puisqu'on connaît la cause, ça, c'est des effets collatéraux qui sont abominables. Alors, si on connaît la cause, mais il faut chercher la solution. Donc, il y a des lendemains qui se préparent, qui seront extraordinairement difficiles. On est déjà dans le chaos, mais j'ai bien peur que ce soit la déréliction totale. Il est vrai, je demeure toujours optimiste parce que, quel que soit le problème qu'on ait, il y a toujours une solution. Et sur le plan personnel, je la cherche, mais je crois aussi à des Camerounais qui la recherchent aussi. C'est ça qui me donne beaucoup d'espoir et beaucoup de foi en l'avenir. Vous parlez de transition, professeur Titus Edouard, à l'occasion de nos rencontres il y a 5 ans déjà. Vous rappeliez le non-sens de l'élection présidentielle dans un contexte marqué par des crises multiples non résolues. Décidément, la suite vous donne raison. Ah, je vous en sais gré. Mais la raison ne suffit pas.
puisque j'ai l'impression que beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Il est ahurissant aujourd'hui, madame, de voir qu'au Cameroun, on parle encore d'élections présidentielles législatives. Mais c'est une aberration. On devrait parler de quoi? Je vais me répéter. Lorsque vous avez vu que un système ne marche pas, il faut le changer. Donc, je voudrais dire que les partis politiques qui font semblant, ou alors ils sont de bonne foi, qui croient se préparer aux élections présidentielles, je ne sais pas. Sur quelle base, sur quelle logique politique? Parce que le code électoral, les partis, et là encore, si vous permettez, je vous rappelle qu'au Cameroun, il y a 360 partis. Mais Avec plus de 40 partis politiques qui se sont ajoutés en 2023. voilà. Alors, ces partis-là vont faire la coalition ou bien chaque parti aura aux élections. Mais j'appelle ça, c'est un scénario de misère politique. C'est-à-dire qu'on se moque du citoyen camerounais. Cela veut dire que le parti n'a aucune utilité. Encore que, si vous faites référence aux partis occidentaux. Mais en Europe, les idéologies sont en train de se liquéfier. Parce que le citoyen occidental voit qu'il n'y a aucune idéologie qui puisse lui accorder le minimum d'une vie décente. Et si vous vous rappelez bien, quand on s'était vu, il y a 5 ans, je vous avais dit que les idéologies avaient des paradigmes dépassés. Et en réfléchissant, nous avons trouvé que, à la place des idéologies, aujourd'hui, ce qui pourrait faire l'affaire, c'est l'idéal. Proposer un idéal, et cet idéal-là, je pense qu'il est simple. C'est-à-dire qu'il remette au centre de la vie sociale, politique, l'être humain. Au Cameroun, je pense qu'il faut faire aujourd'hui, il faut définir comme idéal des conditions adéquates qui donnent d'une façon égalitaire à chaque citoyen les moyens de vivre décemment sur le plan matériel, psychique et spirituel. En donnant ces chances, l'individu devient, quand il en prend conscience, citoyen. Et quand vous êtes citoyen et que vous respectez non seulement vos droits, mais vos devoirs, vous vous enrichissez et vous enrichissez les autres sans jamais rien perdre. Si bien que c'est une société, je dirais, qui tend vers un rêve. Vous me direz un rêve, oui, j'insiste, parce que le rêve, l'utopie, c'est ça la réalité de demain. Or, aujourd'hui au Cameroun, on a perdu le rêve. Ça n'existe plus. C'est pour cela que tout va à volo. Tout ce que vous venez de citer, je crois que on n'a pas besoin de répéter cela. Les Camerounais vivent ça dans leur conscience, mais dans le désarroi le plus absolu. Alors, nous les hommes politiques, nous avons le devoir de leur proposer des projets qui leur donnent espoir. Ça ne suffit pas. Cet espoir et ces projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéal doit être manifesté dans l'acte politique sur le terrain. Autrement, le rêve devient rêverie. Professeur Titus Edouard, malgré vos conseils de prudence,
On remarque bien que les acteurs politiques camerounais semblent de nouveau pris à la fièvre, justement, électorale, si je peux le dire ainsi. Les conditions, selon vous, sont-elles meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2018? C'est là l'aberration. Elles ont empiré. C'est là l'aberration. Je me demande comment ils n'arrivent pas à comprendre cela. La pauvreté a empiré, la guerre dont on parlait, et les conséquences de cette guerre, on n'en fait jamais partie. Ce serait une émission à part. Parce que quand je pense en tant que père ou en tant que mère, que des petites filles de 10-11 ans se prostituent dans les rues de Douala de Yaoundé. À cause de ça, il y a l'analphabétisme qui a augmenté, il y a l'anarchie, l'exode rural. Mais je dis qu'on s'arrête un moment pour penser. Donc les conditions ont empiré et je ne vois pas. On a parlé de partis politiques. Combien de candidats y aura-t-il? Les conditions. Vous voyez un candidat pour s'inscrire à la liste, il paye 30 millions dans cette pauvreté. Mais c'est des aberrations, 30 millions. Même la dernière fois, j'ai vu des candidats, où pouvaient-ils trouver 30 millions? Sinon qu'il y a certains candidats qui sont même suscités par le pouvoir en place. Donc tous ces interlocuteurs, on les connaît. Dans le pouvoir fabrique des opposants. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça se sait. Ça se sait. Et je pourrais vous dire que moi, je n'ai pas été fabriqué comme opposant. C'est un peu, sinon, une grande victoire de voir que tout le monde peut se présenter comme candidat et ne pas nécessairement être inquiété. Mais on oublie que ça a commencé quelque part, que quelqu'un et d'autres ont payé. Et c'est ça un peu la politique, c'est-à-dire cet instrument qui voudrait que ce ne soit pas, comme je le dis toujours, un instrument de jouissance, mais plutôt un instrument de service. Vous donnez, mais oubliez qu'il y aura un retour un jour. Au fait, je ne voudrais pas être oblatif, mais quand on donne, le vrai don, c'est quand on donne sans attendre un retour. Et c'est pour cela que la politique aussi, c'est quelque chose de très très difficile et de très très sévère. Dans vos dernières prises de parole publiques au mois d'octobre 2023, si je me rappelle bien, vous avez évoqué, ou vous avez constaté, la faillite du système politique actuel, et vous avez d'ailleurs proposé à cette occasion, comme remède inévitable, la transition, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pouvez-vous élaborer cela davantage, professeur? Oui, mais je serai toujours assez circonspect. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui ne sont pas des projets de partis politiques. Je parle en tant que citoyen et je n'ai pas besoin de l'adhésion de partis politiques en tant que tel, mais plutôt c'est un appel à la société civile d'abord, qu'ils comprennent. Mais la question que vous posez, je peux aller un peu plus loin en disant que pour étayer ça d'une façon un peu plus étendue, je dirais que quand je parle de la transition et qu'on doit faire table rase, cela veut dire que ceux qui seront invités à le faire ou qui se feront invités à le faire, c'est un genre de citoyens. Et ce genre de citoyens, j'avais dit des citoyens honnêtes, en tous sens. On souhaite que ce soit des citoyens compétents. Et la première chose à faire, globalement, c'est l'audit de la chose publique.
cet audit va œuvrer domaine par domaine pour qu'on sache où on en est. Quand on aura fait cet audit, les Camerounais doivent savoir ce qui s'était passé. Et ensuite, l'audit nous permet de faire des propositions. Des propositions qui peuvent avoir pour effet immédiat. Des propositions qui peuvent solliciter l'adhésion de toute la société. Des propositions qui doivent être suivies par des personnes éminemment compétentes. Je prends pour exemple la Constitution. Notre Constitution actuelle, si elle avait été appliquée comme elle a été faite en 1996, on aurait évité beaucoup de malheurs. Donc, il doit y avoir donc, un audit, par exemple, constitutionnel, un audit de l'économie, un audit des finances, un audit des détournements, un audit des affaires courantes, parce que ce n'est pas normal que toutes ces affaires que vous avez citées restent sans solution, puisque j'ai la certitude que les coupables sont connus. Mais pour garder l'équilibre entre les clans, on fait taire tout le monde. Mais à cette allure, plusieurs Camerounais pourraient se retrouver en prison. Ah oui, madame. Là où vous êtes là, vous n'êtes pas sûr. Tout Camerounais est en sursis de prison, puisqu'on a bradé la justice. Vous pouvez avoir raison, mais aller en prison. Vous voyez, c'est là aussi, je profite encore une fois pour vous dire, quand une société a banalisé, sinon a incinéré ce qu'on appelle les valeurs sociétales. J'ai toujours défini la valeur sociétale comme une qualité, une vertu qui inscrit le bien, le beau, le vrai, le juste. Si vous n'avez pas ce socle dans une société, vous êtes perdu, comme le Cameroun aujourd'hui. Et qui fera cet audit, professeur? Je répète, des gens compétents, les Camerounais, pas extérieurs. Le Cameroun jouit de personnes très compétentes. Et ces personnes, parce que compétentes, sont très souvent mises à l'écart ou alors elles sont embrigadées pour être éteintes. Chacun d'entre nous, vous comme moi, dans notre entourage, si vous parlez de médecins, bon, je sais qui est bon, qui n'est pas bon médecin, qui est journaliste, qui est moins bon, qui ne l'est pas, qui est ingénieur, ainsi de suite. On se connaît. Ce n'est pas ça qui manque au Cameroun. Il faudra sélectionner. Et je tiens aussi à exprimer, à dire, dans cette intervention, dans la transition, il peut y avoir une intervention directe, parce que vous êtes appelé à le faire, mais pas exclu qu'il y ait des interventions indirectes, soit par voie d'écriture, de conseil, tout ce que vous voulez, mais tout le monde peut être assemblé et ceux qui veulent bien y participer peuvent, même s'ils ne sont pas dans les premières loges, ils peuvent participer en donnant leur avis sur un sujet ou sur un autre. Et les Camerounais de la diaspora, l'éternel problème de la double nationalité, est-ce qu'à ce moment, cela posera problème? Ou ça sera plutôt une solution de rassembler davantage les Camerounais? Vous faites très bien de me poser cette question. Parce que non seulement sur le plan
d'actualité. Vous avez des Camerounais qui sont dans le système et qui ont double nationalité. Et quand ça leur fait commode, on laisse passer. Mais je voudrais rappeler, pour les plus jeunes, le problème de la diaspora, tout en synthétisant pour notre temps. Vous savez, la définition même de la diaspora, la plupart ne la connaissent pas. C'est un mouvement universel qui date de très très longtemps. Je vais vous donner l'exemple. Quand vous voyez la ville de Marseille, Marseille a été créée par la diaspora grecque 600 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ. Oui, vous voyez. Donc, c'est un fait naturel. Maintenant, notre diaspora, elle peut faire beaucoup de choses. Mais je vous rappelle aussi, pour les jeunes que vous êtes, l'aberration d'une loi qui a été prise, c'est la loi du 11 juin 1968, si je me rappelle bien, à l'article 31, qui disait ceci: tout Camerounais adulte qui accepte de prendre notre nationalité perd automatiquement la nationalité. Mais ça, c'était un acte horriblement politique, en 1968, qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui. Alors, un problème comme celui-là, il sera prioritaire dans la transition. Parce que on va balayer ça d'un revers de la main. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce que ça a été un acte de répression. Mais c'est parce que, et j'en viens à la question que vous avez posée, mais la diaspora est une richesse incommensurable. Pas seulement sur le plan matériel, mais ceux qui sont nos fils, qui sont à l'étranger, moi-même qui vous parle, j'ai été de la diaspora, ils ont à apporter un savoir-faire inestimable. Et ce serait donc une aberration de limiter cela par les humeurs de nos dirigeants.